s'adapter au règlement en cours, donc nous verrons cela. Et puis, sur l'économie, on aura une délibération. Mais surtout, le gros de notre conseil municipal est consacré au débat d'orientation budgétaire que vous avez en principe tous reçu. Et je le dis, hein, le débat pour moi est très important, même plus important que les budgets, puisque les budgets que l'on fait découlent aussi du débat et du tableau de bord que l'on se fixe au cours de ce premier rapport d'orientation. Voilà, donc je vais d'abord, comme il se doit, désigner un ou une secrétaire de séance. Est-ce que j'ai le tableau? Oui, tout à fait. Alors, je vais donc proposer aujourd'hui à M. Laurent Lafaille, s'il veut bien être secrétaire de séance dans l'ordre de ce qu'on m'a donné. Voilà, donc si personne n'y voit d'objection, donc M. Lafaille désigné comme secrétaire de séance. Ensuite, j'ai l'approbation donc du dernier alors je vais faire les procurations d'abord. Donc il y a quelques procurations, des gens qui sont souvent malades d'ailleurs, pas tous, mais qui ont la grippe sévit, hein, et donc des collègues qui n'ont pas pu venir, mais on pense à eux. Donc j'ai Nicolas Ballot qui me donne procuration, j'ai Céline Dupuis-Legrand qui donne procuration à M. Laurent Lafaille, j'ai Jean-Jacques Morlet qui donne procuration à Marilène Verdem, Christian Reynaud à Éric Gouvier, Laure Rouberti à Gilbert Rousseau, sauf si elle peut nous rejoindre, parce qu'elle était assez loin en voiture, mais les conditions de circulation peuvent être incertaines par les temps qui courent. Vous en savez quelque chose, monsieur le Premier adjoint? Blanche Roux, absente aussi, procuration à Bénédicte Marcoul-Soulier. Voilà, je fais l'appel pour les autres personnes. Donc Daniel Barrière, Jean-François Battier, Marie-Claude Boden, Magali Boissonneau, Chantal Boutineau, Pascal Bussière, Gaston Chassin, c'est moi-même, Claudette Coulot, Pascal Dugé, Delphine Gabouty, elle vient, donc d'accord, Alain Gerbeau, Catherine Goudou, présente. Éric Gouvier, Frédéric Granet, Laurent Lafaille, Martine Le Petit, Bénédicte Marcoul-Soulier, Jean-Marie Mignot, Julien Morin, Dimitri Niossou-Bontou, Marie-Josée Robert, Gilbert Rousseau et Marilène Verdem. Donc j'ai appelé tout le monde. Très bien. Alors je vous lis juste ce que j'ai dit tout à l'heure en bureau, mais peut-être certains d'entre vous le savent déjà. C'était pour signaler que c'est la préfecture qui a envoyé un mail qui nous dit que la préfecture nous tient informés des perturbations annoncées demain liées aux diverses manifestations. Donc les ronds-points et les échangeurs suivants seront bloqués. Le rond-point de la Valouane, qui nous concerne, c'est pour ça que je le dis. Carrefour dit Les Rivailles à Panazol, rond-point de l'aéroport de Limoges-Bellegarde, rond-point de Grosseret, échangeur 39 à Saint-Hilaire-Bonneval sur la 20, et rond-point Aix-sur-Vienne à l'intersection de la D2000. Voilà. Bon, à savoir si vous comptiez circuler dans... voilà. Alors, surtout à partir de 11h, mais peut-être qu'avant, ça va se mettre en place. Ça, c'est le début, la fin n'est pas précisée, évidemment. Bon, donc dans ce contexte un petit peu compliqué et qui ne facilite pas les échanges, effectivement, les différentes réunions prévues, on va essayer quand même de travailler. Donc je mets aux voix l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal. Nous étions vus pour un conseil municipal assez rapide, donc le 15 décembre 2023. Bonjour Delphine, qui nous rejoint, donc, qui est présent. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Enfin, sur ce compte-rendu? Bien. Qui s'abstient? Qui s'oppose?
Donc j'ai les remerciements à vous donner de la présidente du Red Star, c'est ça, hein, qui, grâce à notre délibération, et vous êtes déplacé avec le quorum, a pu commencer les travaux beaucoup plus vite en début d'année. Voilà, c'était comme quoi nos délibérations ont des impacts directs sur la vie dans notre commune, et donc à suivre. Maintenant, voilà. Donc j'ai pu signer très rapidement après. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc nous allons commencer par la délibération numéro 1. Donc, compte rendu de délégation du maire. Donc, dans le cadre de ces délégations, j'ai pris les décisions suivantes. Virement de crédit budget principal d'un montant de 10 000 € du compte 6612, fourniture non stockable, au compte 6612, rattachement des ICNE, signé le 16 janvier 2024. Intérêt courant non échu. C'est totalement comptable. Mais je me devais de vous le signaler. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Deuxième délibération, donc, qui donne mandat au centre de gestion 87 pour négocier et lancer la consultation pour conclusion d'une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. Donc, je vais vous dire en tout cas, pour simplifier, puis vous poserez des questions si vous avez la délibération. Donc, la réforme de la protection sociale complémentaire redéfinit la participation de l'employeur au financement des garanties de la protection sociale complémentaire de ses agents et les conditions d'adhésion ou de souscription. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. La participation de l'employeur perd son caractère facultatif pour devenir obligatoire, oui, en principe, à compter du 1er janvier 2025 dans le domaine de la prévoyance, maintien de salaire en cas d'arrêt de maladie pour simplifier. Actuellement, la mairie de Feytiat participe à la hauteur de 9 € bruts par mois lorsque l'agent souscrit à un contrat labellisé. Les évolutions récentes liées à accords collectifs datant de juillet dernier prévoient une participation de l'employeur maintenant à hauteur de 50% minimum de la cotisation payée par les agents dans le cadre d'une convention de participation. Il y a un plafond de 35 €, non? Il n'y a plus de plafond. Très bien. Aussi, je vous propose de donner mandat au centre de gestion 87 pour mener à bien la mise en concurrence en vue de la mise en place d'une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. Le CST a été consulté sur cette question le 18 décembre dernier. Je précise qu'à l'issue de la consultation, la commune restera libre d'adhérer ou non à la convention de participation proposée par le CDG 87. Voilà. Donc, c'est pour... évidemment, ça va être quelque chose de très important où beaucoup d'organismes vont répondre. Et donc, comme beaucoup de communes, je pense qu'il est préférable de négocier avec le centre de gestion, qui est notre organisme de gestion affilié, donc, plutôt que de partir seul dans une aventure comme celle-ci, sachant que cette délibération ne nous engage pas pour la suite. On demande simplement si vous êtes d'accord pour qu'on passe par le centre de gestion. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet qui, bien sûr, nous concerne aujourd'hui, mais nous concernera ensuite financièrement, surtout, puisque là, on va avoir une obligation sans ressources derrière. Donc avec 100 salariés, tant mieux pour les salariés, il n'y a pas de souci. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, ça va avoir des impacts énormes sur le budget. Bon, tout le monde a bien saisi l'objet de la délibération. Pas de questions. Je la mets au vote. Qui est-ce qui s'oppose? Parce qu'on consulte le CDG, qu'on s'associe en tout cas dans la consultation. Qu'est-ce qui s'abstient? Ok, merci. Voilà,
Donc, délibération numéro 3 maintenant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler beaucoup, il y a 2 ou 3 délibérations importantes pour les agents. Donc, délibération relative à la mise en place du télétravail au sein des services de la commune de Feytiat. Donc, il y a tout un travail. Ce projet de délibération, donc, c'est le fruit des réunions du groupe de travail mis en place au sein du comité social territorial depuis décembre 2021. Donc, ça fait un petit moment qu'on en parle, depuis 2 ans. Le CST a été consulté sur ce projet de délibération le 18 décembre dernier. Pour information, actuellement, plusieurs agents expérimentent le dispositif avec une validation de la direction générale. Au niveau réglementaire, le nombre de jours de télétravail est de 3 jours maximum par semaine. Pour notre collectivité, il est proposé 2 jours maximum par semaine. Les activités susceptibles d'être télétravaillées sont les tâches administratives qui requièrent l'utilisation des outils numériques. Le télétravail pourra être exercé au domicile de l'agent ou au sein d'un tiers-lieu, frais non pris en charge par la commune. L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité, respect du protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail. L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivants: ordinateur portable, accès à la messagerie professionnelle, accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions et, le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail. Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail ne bénéficient pas de l'allocation forfaitaire, également dénommée forfait télétravail. Voilà un petit peu résumé ce que vous avez dû lire. Je n'ai pas voulu lire toute la délibération en entier pour éviter, mais bien sûr, maintenant, on peut en discuter s'il y a des choses qui demandent d'être précisées à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, non? Bon, après, le télétravail, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque maintenant, certains d'entre vous doivent le pratiquer. Monsieur Gouvier, oui, vous pratiquez le télétravail? Il pratique à la retraite. Bon. Bien. Mais écoutez, voilà, c'est pour, effectivement, à partir des expérimentations qu'il y a eu, avec le conseil, avec le comité social territorial, donc de mettre en place de façon un petit peu plus structurelle et organisée ce télétravail. Qui est-ce qui s'oppose? Qui est-ce qui s'abstient? Voilà, eh bien, écoutez, un élément de plus dans la gestion du personnel, Madame la Directrice Générale. Merci pour tout le travail qui a été effectué par les agents, les représentants syndicaux et les services, parce que c'est quand même, il y a eu beaucoup de discussions, mais discussions toujours positives et productives pour en arriver là. Donc tout le monde, c'est en tout cas une étape. Peut-être que dans quelques années, il faudra aller plus loin, j'en sais rien, tout le monde sera en télétravail. Bon, pour les agents techniques, ça reste compliqué, mais quoique, avec les évolutions, on ne sait pas. Donc, voilà. Ou la restauration, oui. Un robot qui commence à... Voilà. Bien. Donc, délibération numéro 4. Alors là aussi, qui concerne toujours nos agents. Vous voyez qu'en ce début d'année, bien, on a pas mal travaillé en amont, comme je le disais tout à l'heure, et donc ça permet d'arriver à des délibérations prises un petit peu et discutées en amont. Ce projet de délibération, donc numéro 4, est issu d'une proposition du CST lors de la réunion du 18 décembre dernier. Le forfait mobilité durable se distingue du remboursement des frais de transport domicile-travail à 75% pour les agents qui utilisent les transports en commun ou un service public de location de vélos. 4 agents concernés actuellement au sein de la collectivité. Le forfait mobilité durable a vocation à assurer la prise en charge des frais engagés par les agents au titre de leur déplacement domicile-travail à l'aide d'un mode de transport alternatif et durable. C'est-à-dire qui n'est pas le bus, c'est ça Si. Si. Mais non, puisqu'il est compris dans l'autre... on est bien d'accord. Alors, voilà.
Véhicule électrique, son vélo personnel, quoi. Son vélo personnel. Bon, on peut venir en trottinette, en ce qu'on veut, en quad. Non, peut-être pas le quad. Enfin, voilà. Donc, quad électrique, voilà. Donc non, c'était juste pour faire la différence avec ce qui existait déjà. Voilà. Il n'y a pas de distance minimum pour les trajets. Sont éligibles les déplacements réalisés soit avec un vélo, voilà, y compris assistance électrique, ou soit avec un engin personnel de déplacement motorisé non thermique. Comme ça englobe tout ce que je disais tout à l'heure. Soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage, donc si vous covoiturez quelqu'un, soit en utilisant les services de mobilité partagée, les services de location ou de mise à disposition en libre service de véhicules non thermiques, les services d'autopartage de véhicules à faible ou très faible émission. Le montant du forfait de 100 à 300 euros est proportionnel au nombre de déplacements domicile-travail réalisés par l'agent. Un par jour, selon le barème figurant dans la délibération. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce forfait mobilité durable ? Après, il y a un contrôle là-dessus, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de dire j'ai pris 3 fois le vélo. Non, il faut venir en tant de nombre de jours, etc. Bon, c'est de l'incitation. Qui est-ce qui s'oppose à cette délibération? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, délibération numéro 5, donc, qui va nous être proposée par Gilbert Rousseau. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc l'objet, c'est une cession de bail emphytéotique de Madame Lacotte à Monsieur Fayette. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est requalification du bail cédé en bail civil avec promesse de bail à construction sur une partie de la parcelle. Alors, vous pourrez poser des questions tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Déjà, tout le monde situe bien l'affaire. C'est ce qu'on appelait le self au Pontex, à côté d'Azur Auto. Vous voyez là le bâtiment avec les parcelles autour. Alors, je vous informe que la commune de Fétia est propriétaire des parcelles cadastrées BD 34, BD 222, BD 225 et BD 228 d'une superficie totale de 2035 mètres carrés. C'est un petit bout. Rue Jean Mermoz et du côté Pontex, ce qu'on appelle le Pontex, la BD 225, sur lesquels se trouve implanté un bâtiment actuellement à usage de restaurant. Donc on est tous d'accord là-dessus. Elles font l'objet, ces parcelles, d'un bail emphytéotique datant de 1981, d'une durée de 50 ans, donc ce qui fait que la fin du bail elle est au 1er janvier 2031, dont les droits ont été cédés une première fois en 2008 à Madame Lacotte, actuelle preneur. Tout le monde connaît Madame Lacotte. Aujourd'hui, cette Madame Lacotte souhaite céder son bail à toute société représentée par Monsieur Laurent Fayette. Pour cela, elle doit obtenir l'accord du conseil municipal, comme il est précisé dans le bail emphytéotique, au terme de son article 13. Si le preneur, je vous le rappelle, si le preneur cède ses droits, il devra préalablement obtenir l'accord du conseil municipal de Fétia, requérir la présence de celui-ci à l'acte de cession, qui devra être passé en la forme authentique et lui faire délivrer une expédition de cet acte sans frais pour elle. Vous voyez, tout est bien cadré. À la suite de cette cession, de commun accord entre la commune de Fétia, bien sûr, et M. Fayette, le bail emphytéotique cédé sera requalifié en bail civil. Le loyer appliqué sera de 1 € le mètre carré sur les parties bâties et non bâties, donc sur l'ensemble. La durée du bail sera de 9 ans, à compter de la signature du bail avec faculté de renouvellement. Voilà. Une promesse de bail à construction, alors c'est peut-être là, après vous aurez peut-être des questions. Une promesse de bail à construction sur une partie de terrain sera inclus dans ce bail requalifié avec une faculté de substitution totale ou partielle, dans la mesure où potentiellement ce pourrait être une autre société qui prendrait à bail à construction.
Ça va? Le bail à construction, conférant au preneur un droit de réel immobilier en vertu de l'article L 251-3 du Code de la construction, il conviendra pour la commune de saisir l'avis des domaines au préalable. Bon, ça, c'est une étape qui est obligatoire. Donc en gros, ce qu'on vous demande, c'est d'autoriser le maire à donner son accord à la cession du bail emphytéotique de Mme Lacotte au profit de toute société représentée par M. Fayette, d'autoriser M. le maire à signer le bail requalifié en bail civil avec toutes ces sociétés représentées par M. Fayette, ainsi que le bail à construction tel qu'évoqué ci-dessus. Donner à M. le maire toutes les autorisations nécessaires au faire envisager. Ça, c'est... Voilà. Où c'est qu'on en est arrivé? Si vous avez des questions, bail à construction, bail commercial, machin, truc. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Hein, Oui. qui, correspond, On a déjà des cas. voilà, aux requalifications du bail qu'on pratique, ce qui fait que ce qui a permis de réorganiser un peu tous les baux que l'on avait. Donc voilà. là-dessus, c'est bien. Donc l'entreprise Fayette, ce ne serait pas un restaurant, ce serait... Oui. C'est un changement de destination. Donc, bon, c'est quelqu'un qui fait de... Des menuiseries. C'est des menuiseries. Des menuiseries, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que j'allais dire. Merci, ma chère collègue. Voilà. Des creusoirs. C'est des creusoirs au départ. Alors peut-être que vous ne posez pas la question, mais je vous le dis quand même. Vous voyez l'ensemble du terrain. Vous voyez le bâtiment qui est dans le fond. Enfin, un beau bâtiment, le restaurant et tout ça. Peut-être, c'est pour ça que ça sera envisagé dans le bail, la première partie qui sert de parking aujourd'hui, là, on pourrait faire un bail à construction pour construire un autre bâtiment. S'ils demandent. S'ils demandent. Voyez, c'est ça l'explication. Ça vous intéresse quand même de le savoir. Donc changement de destination, bâtiment existant, plus un autre qui pourrait être construit. Donc voilà. Tout est dit. Donc vous n'avez plus qu'à vous autoriser, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement, finalement. Hein, oui. Voilà. Et ça fait un moment que l'entreprise Fayette voulait s'installer sur la commune. Ils nous pressaient pour trouver un local qu'on n'avait pas. Ben là, finalement, l'un dans l'autre, les choses se sont bien déroulées quand ça le veut, hein, comme on dit. Eh bien, ça a pu se faire. Donc une nouvelle entreprise, une qui disparaît quand même. Pour rendre quand même hommage à la famille. C'est une page qui se tourne. Lacotte qui. Troisième génération. Avec ce self et tout, qui a quand même aidé de nombreux agents de la zone à manger. Permis. Il y avait le Marisa aussi qui disparaît aussi. Du coup. Ah oui, mais ça y est, le Marisa est déjà disparu. Et donc, voilà, eh bien, il faut. Les choses changent, mais il ne faut pas oublier ce qui a été fait, quoi. Donc, oui. bravo à tous ceux qui ont tenu bien de le rappeler, ce self, qui avait des prix quand même très concurrentiels et qui permettaient à des ouvriers de manger sur place. Voilà. Après, ça correspondait de moins en moins, effectivement, à la demande actuelle. Donc, il n'y avait pas de reprise dans ce domaine-là, quoi, en tout cas. Et nous, on peut s'estimer aussi d'être heureux d'avoir une entreprise qui va rejoindre notre zone. Voilà. Bien, je mets au vote, s'il n'y a pas de questions. Qui est-ce qui s'oppose? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, maintenant, je vous propose, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, sinon je suis l'ordre d'intervertir, j'aurais souhaité faire la délibération 7 et 8 pour qu'on termine sur le DOP. Comme ça, parce que s'il y a des discussions, il y en aura peut-être plus que pour la 7 et pour la 8. Donc pour la 7, c'est simplement une petite délibération pour un tarif public, parce que vous savez qu'on a un petit studio dans la maison de la famille et de l'enfance qu'on garde des fois pour dépanner, hein, Madame Boudou. Donc il y a l'école, les enseignants de l'école, ou T2 même, oui, voilà. Enfin un petit appartement, je veux dire, c'est pas non plus, voilà. Donc c'est les enseignants de l'école, comme ils le font d'ailleurs chaque année, je les en félicite, ont un grand projet culturel encore cette année. Il faut intervenir des intervenants extérieurs qui viennent de loin, de très loin même. Et donc là, ils auraient besoin certains jours, peut-être une dizaine de jours,
d'héberger, alors pas de suite, hein, quand il est là, un artiste. Donc on propose de l'héberger là et qu'il soit mis à la disposition de l'artiste moyennant un tarif forfaitaire de 10 € par nuit, notamment pour couvrir les charges, voilà. Ça rentrait dans le budget qu'ils avaient de l'éducation nationale. Voilà, donc je vous propose donc ce tarif forfaitaire de 10 € par nuit. Est-ce que comment alors on loge des fois des gens du Pastel, ça peut nous permettre aussi de loger des gens suite à des avaries dans leur appartement, enfin dans leur maison, c'est déjà arrivé. Voilà, c'est pour ça qu'on le garde toujours en état de pouvoir participer, de pouvoir être utilisé par des intervenants. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des oppositions à ce tarif? Bien. Donc Marilène, je passe la parole à Marilène Verdem pour Pastel. Donc la délibération numéro 8 porte sur les tarifs publics du Pastel et surtout sur les droits d'inscription et le prix d'entrée. Car pourquoi le voter si tôt? Vous allez peut-être vous poser la question. C'est parce que nous allons mettre à l'impression le dépliant et donc tous ces éléments sont nécessaires effectivement puisqu'ils sont portés sur le dépliant. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande aujourd'hui de bien vouloir voter donc ces tarifs du Pastel. Donc vous avez tous les droits d'inscription, donc je ne vous les détaille pas puisque vous avez le tableau sous les yeux, ainsi que les produits dérivés que la commune de Fétia met en vente. Donc voilà, il y aura une autre délibération certainement pour d'autres tarifs publics, mais qui viendra plus tard lorsque nous connaîtrons les invités et les produits dérivés qu'ils nous proposent à la vente. Donc voilà pour cette délibération. Donc je vous remercie de bien vouloir adopter ces tarifs. Ben oui, les années passent très vite, on est déjà dans le Pastel 2024. Voilà. Donc qui est-ce qui s'oppose à ces tarifs, qui s'abstient? Merci. Je précise juste que ce sont les mêmes tarifs que l'an passé, il n'y a eu aucune augmentation, aucun changement. Bien. Mais écoutez, je vous propose donc de passer maintenant à la délibération numéro 6 qui concerne le débat d'orientation budgétaire. Donc d'abord, bon, vous savez que ce rapport est obligatoire, je ne vais pas rappeler les textes de loi, mais vous les avez, et qui tient compte de l'environnement et le contexte actuel, l'environnement économique, politique et social, mais aussi des différentes données donc des années précédentes et comment on envisage donc l'année 2024 et les années suivantes, en tout cas d'avoir une certaine vision, un certain projet. Donc en 2020, l'économie française a connu la contraction la plus marquée de son histoire en temps de paix, pour ensuite repartir en 2021. La reprise de l'activité internationale en 2021 a généré des tensions économiques avec des difficultés d'approvisionnement et des hausses de prix. Bien sûr, comme vous le savez, en 2022 et 2023, la guerre en Ukraine a renforcé ce renchérissement des prix des matières premières, céréales, gaz notamment, du fait d'anticipation de rupture des approvisionnements de Russie et d'Ukraine. Là-dessus, s'est ajouté le récent conflit au Proche-Orient qui renforce l'instabilité générale. Donc, en introduction de la loi des finances 2024, il est indiqué qu'il s'inscrit dans un environnement économique complexe, marqué par la hausse des taux d'intérêt, je ne vous en prends rien, et des incertitudes géopolitiques majeures, notamment à cause des conflits, comme on vient de dire. Pour faire face à ce retour marqué de l'inflation, les banques centrales ont resserré leur politique monétaire. Depuis 2022, la BCE procède régulièrement à une hausse des taux directeurs. Vous avez une évolution des taux directeurs, donc de la BCE, donc de 99 à 2003. Voilà, avec des... vous savez que on était sur des taux assez bas, notamment depuis 2016, et qui remontent, voilà, et qui atteignent le niveau de 99. Bon. Cette évolution est à suivre pour les futurs emprunts. Le début de l'année 2024 indique que la matérialisation de la baisse de l'inflation pourrait provoquer une baisse des taux. Restons positifs. L'inflation, donc le projet de loi finances 2024 prévoit en 2023 une décrue légère de l'indice des prix à la consommation à 4,8% en moyenne annuelle contre 5,2% en 2022. Enfin, il augmente quand même. Pour le gouvernement, le bouclier tarifaire sur l'énergie a permis de réduire le niveau
des prix de 2 points. On passerait en 2024 à une inflation énergétique et sur les produits alimentaires à une inflation qui toucherait les services. En août 2023, l'IPC a rebondi avec la hausse du pétrole et l'augmentation de 10% en août des tarifs réglementés de l'électricité. Toutefois, et sauf nouveau choc sur les cours mondiaux, ces fluctuations des prix de l'énergie ne remettent pas en cause le ralentissement des prix alimentaires. Les prix agricoles diminuent, malheureusement, puisque on voit ce que ça donne, et les prix des industries agroalimentaires se replient depuis le printemps 2023, ces prix restant au-dessus de 2021, parce qu'on nous dit ça diminue, mais vu que ça a augmenté d'une telle façon, en fait, ça nous permet de mieux avaler la pilule, quoi. Mais bon, nous ne sommes pas dupes. L'INSEE annonce en ce début d'année une inflation moyenne de 4,9 pour 2023. Les finances locales, la Cour des comptes rappelait dans son rapport sur les finances publiques locales de juillet 2022 qu'en 2021, les collectivités locales avaient reconstitué leur marge de manœuvre financière, l'épargne brute dépassant le niveau de 2019 et les investissements se situant au niveau d'avant-crise sanitaire. Dans son rapport de juillet 2023 sur les finances locales, la Cour relève que dans un contexte économique rendu moins favorable par le ralentissement de la croissance et l'inflation, la situation financière des collectivités a contribué à s'améliorer en 2022 dans le prolongement de 2021, après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire. Toutes les catégories de collectivités ont vu leur situation s'améliorer en 2022. Les recettes de fonctionnement globales de l'ensemble des collectivités sont en hausse au 30 novembre 2023 sur un an, plus 4%, plus 7,4 milliards d'euros, liés notamment à la hausse des recettes fiscales, plus 3,3, soit 4,2 milliards d'euros. Les dépenses de fonctionnement global des collectivités augmentent de 6,5, soit 10 milliards d'euros, notamment sous l'impulsion des frais de personnel. On en a déjà parlé. 4,8%. Des achats et charges externes, 9,4%. Des contributions obligatoires, on vient d'en voir qui arrivent, plus 7,8%. Des subventions, plus 5,6%. Ainsi que des frais de séjour, 9,9%. Et des aides à la personne, plus 3,4% versés par les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer. Les dépenses d'investissement augmentent pour toutes les strates de collectivités, plus 10% pour le bloc communal. Il y a peu de modifications concernant les communes. Nous pouvons signaler que la hausse de 190 millions d'euros de la DGF des communes doit permettre à 60% des communes de la voir augmenter en 2024, mais cette mesure n'impactera probablement pas Fétia. On sait pourquoi. La mesure la plus attendue par les collectivités était celle touchant au fonds de soutien au développement des activités périscolaires qui nous concerne. Donc, le projet de loi de finances initiale prévoyait de supprimer au 1er septembre 2024 ce fonds, instauré en 2013, pour aider les communes et EPCI compétents dans le développement des activités périscolaires des écoles maternelles et élémentaires publiques et privées sous contrat. Depuis 2017, et la possibilité offerte de revenir par dérogation à une organisation du temps scolaire sur 4 jours, ce fonds-là, donc, ne concerne plus que 1262 collectivités en 2022-2023. Un amendement repousse d'un an, soit à la rentrée scolaire 2025, la suppression du fonds. Selon l'exposé des motifs, la logique qui avait conduit à créer ce fonds de soutien n'a plus lieu d'être, puisque les communes ou groupements de communes ont le choix des rythmes scolaires. En conséquence, la suppression progressive de ce fonds est toujours d'actualité, mais laisse aux collectivités concernées le temps de s'adapter. Alors on nous dit oui, c'est parce que les communes passent à 4 jours. Je rappelle que le rythme officiel est toujours de 4 jours et demi de l'État, de l'éducation. Donc, nous pouvons également souligner que le dispositif d'amortisseur électricité est maintenu en 2024, mais on ne sait pas comment. Généralisation des budgets verts. La budgétisation verte consiste à une évaluation de tout au long du cycle budgétaire de l'impact sur l'environnement des dépenses budgétaires et fiscales. Depuis 2020, un rapport annexé au PLF présente celui du budget de l'État. Plusieurs collectivités sont également engagées dans cette démarche, convaincues par le fait que la budgétisation verte favorise la transition écologique dans leur collectivité. Tout à fait, les seuls freins qu'on a, c'est ceux de l'État. Cependant, pour pouvoir aller plus loin dans la démarche, les collectivités mettent en avant leur manque d'outils et de méthodes.
Cet amendement prévoit de généraliser la démarche de budgétisation verte pour les communes et groupements de plus de 3500 habitants afin de valoriser les investissements verts de l'exercice au moment de la présentation du CA et du CFE. Ainsi, le budget devra intégrer une annexe intitulée « Impact du budget pour la transition écologique ». Bien. Alors, passons à des chiffres. Est-ce qu'il y a des questions là sur ce que je viens de dire ou des remarques? Non? C'est clair? Situation et orientation budgétaire de la collectivité. Présentation générale. La situation de la collectivité reste saine, maintenue par une évolution raisonnée de la fiscalité qui compense les désengagements de l'État et l'augmentation des coûts de l'énergie. Plus 123 000 entre 2020 et 2022. Donc, recettes courantes, vous avez les tableaux 2020, 2021, 2022. Je ne vais pas tout relire. S'il y a des questions, j'y réponds. Avec le fonds de roulement en bas qui s'est amélioré. Alors 2022, on verra tout à l'heure, était une année exceptionnelle, donc on ne peut pas se baser là-dessus. Nous avions emprunté en 2021 800 000 euros et l'épargne disponible nette était de 1 810 155 en 2022. Encore une fois, ce n'est pas la moyenne qu'il va y avoir chaque année. Donc, la commune n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer les travaux actuels sur les cours de tennis, qui se terminent donc dans les semaines prochaines, et continue son désendettement. Dans ce contexte, les résultats de l'année 2023 seront approximativement les suivants. Donc on retrouve ce qui était un peu plus marqué avant l'année 2022, ces résultats-là, avec un fonds de roulement, puisqu'on n'a pas fait d'emprunt qui passe à 1 584 000 fin 2023, donc avec une variation de ce fonds de moins 500 000, une épargne nette qui est à la hauteur de 347 000, sachant que moi je m'étais fixé un budget de 600 000 euros, entre 500 et 600 000 euros. Donc on est quand même en dessous de l'objectif affiché, mais pour cause de coûts, on l'a vu tout à l'heure, qui nous sont imposés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions donc sur ce tableau 2022-2023? Oui. Oui, juste, monsieur le maire, en introduction, je voulais juste dire que j'avais fait partie de la commission des finances il y a quelques jours pour la présentation du DOB, qu'on avait vu ensemble différents points sur ce DOB 2024 et je voulais juste voir avec vous s'il était possible qu'on puisse... J'avais posé des questions lors de cette commission, j'avais eu des réponses et je voulais savoir s'il était possible de pouvoir faire un point en fin de séance sur quelques questions, puisqu'on a évoqué le DOB 2024 tout de suite, mais on avait évoqué l'année dernière le DOB 2023. Et dans les deux documents, sur le fond et la forme, il y a des éléments qui diffèrent et on voulait clarifier certains points. Est-ce que vous voulez qu'on pose les questions au fil de l'eau ou est-ce que vous voulez qu'on pose les questions à la fin de façon à pouvoir donner tout l'éclairage à nos concitoyens? Peut-être mieux à la fin, on avance, okay. Peut-être pour... Très bien. Enfin, comme vous voulez, si vous préférez. Très bien. Bon, ça m'est égal. Très bien. Comme ça, on aura une vue d'ensemble, parce que je suppose que les questions vont jouer sur des... Donc, là, voilà pour 2023, ce qui n'empêche pas tout le monde de m'interrompre sur, si vous n'avez pas compris, à chaque page, quoi, de parler sur chaque page. Sur les questions plus générales, on les garde pour la fin. Par contre, s'il y a des questions là, de compréhension ou des interrogations sur chaque page, n'hésitez pas. Donc vous avez l'évolution des recettes courantes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement, comme on le voit. Ensuite, donc l'épargne disponible, voilà, qui varie, on ne tient pas compte de l'année 2022, mais on la met quand même puisque c'était une réalité des choses. C'est toujours quand on compare les choses, les années ou les produits ou les dépenses exceptionnelles qui font un peu varier les choses. Page 11, donc recettes de fonctionnement, point sur la fiscalité. La population légale est de 6 196 habitants avec 34 064 foyers fiscaux. 3 464, oui, qu'est-ce que j'ai dit? 34 000, oui. Non, mais j'avais grossi un peu la commune pour...
Donc la taxe sur le foncier bâti est de 38,55% avec des bases de 10 296 000 euros 506. Bon, taxe foncier non bâti 87,74 et taxe d'habitation, mais ça nous concerne moins, 12,75%. Donc l'évolution des bases pour 2024 est évaluée à ce jour par l'État à 3,9%, soit une recette complémentaire estimée à 55 000 euros en 2024, sans variation des taux et sans variation physique. Les taux de la communauté urbaine, important de savoir où on se situe. Donc sur les taux, vous voyez qu'on reste dans le bas du tableau, notamment pour les villes de notre strate, avec Île, qui a des très fortes valeurs locatives, et ça va jusqu'à 45 pour Panazol. Voilà, les écarts. À l'échelle nationale, donc, je parle de la taxe foncière, je ne regarde pas la taxe d'habitation, vous l'avez en information. Donc on est à 39,63 avec le taux de l'EPCI, pour 42 sur le département, 45 en région et 42, enfin presque 43 le département d'ailleurs, et 42,43 en moyenne nationale. Donc on se situe, comme on l'a dit, dans une fourchette tout à fait raisonnable, voire plutôt vaste. Les recettes maintenant, est-ce qu'il y a des questions là sur ce dernier tableau? Non. Les recettes des services. La collectivité a fait le choix de ne pas apporter d'évolution des tarifs publics pour 2024. Les évolutions de 2023 étaient inférieures à l'inflation. Dans ce contexte, une stagnation des recettes de fonctionnement est constatée. La vente de bois a permis d'apporter ponctuellement 20 000 euros complémentaires. Concernant le remboursement de personnel, une recette de 10 000 euros relative à la gestion du PLU par les agents de la commune n'est plus perçue suite au passage en PLUI. La prospective 2024, 2025, 2026 prévoit un maintien de ce volume de recettes. La commune a néanmoins la possibilité de percevoir des recettes supplémentaires en cas de nécessité en augmentant les tarifs publics. Les recettes fiscales. La fiscalité directe a apporté en 2023 environ 280 000 euros de plus qu'en 2022, sous l'effet combiné de l'augmentation des bases et des taux. Les droits de mutation apportent encore une recette conséquente à la commune, 250 000 euros. Mais il faut anticiper un tassement sur le budget 2024. Compte tenu de ce qui se passe, effectivement, il vaudra mieux anticiper. La taxe sur la publicité extérieure est en léger recul, puisque les entreprises réduisent petit à petit leur surface d'enseigne et la commune a fait le choix de figer le tarif. Voilà. Des dotations et subventions, une compensation de perte de recettes fiscales par l'État est enregistrée à la hauteur de 61 621 euros. La CAF a rattrapé un retard de versement. Il y a donc une augmentation ponctuelle et bienvenue des recettes, mais ces recettes devraient se stabiliser pour l'année 2024. Sachant que pour la CAF, on est toujours dépendant de la politique nationale des CAF. Et pour en avoir discuté avec Catherine, mais avec certains, voilà, il peut y avoir des inquiétudes à ce sujet. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais comme on n'a pas pour l'instant, on est obligé de faire avec ce qu'on connaît. Pour les dépenses de fonctionnement, pour le personnel, vous avez le tableau donc, de 2018 à 2023. Donc on est à 4 120 290 bruts. Si on regarde en pourcentage par rapport au retraitement de façon à pouvoir comparer les éléments d'année en année, vous voyez qu'on arrive en 2023 à 49,48 si on compare un petit peu par rapport aux années précédentes. En tout cas, on est autour de 50, ce qui reste stable. Pour les années à venir, si nous envisageons un maintien d'une évolution de 6% des dépenses brutes de personnel, donc compte tenu de ce qu'on vient de voter tout à l'heure, on sait qu'on y arrivera, voire plus. Donc c'est fait une augmentation de 247 000 en 2024 et de 262 000 en 2025, sans embaucher personne évidemment. Le nombre de postes tel qu'il est aujourd'hui, fixé. Pour stabiliser le budget, il faut contenir cette enveloppe ou trouver des recettes qui puissent venir compenser cette augmentation de plus de 500 000 euros sur les 2 ans à venir. Subventions aux associations
Donc on a retrouvé le niveau de 2019, un petit peu plus. Bon, il y a des équipes qui ont... la différence vient surtout des équipes qui sont montées en puissance, et puis du règlement que l'on a modifié aussi, donc que les élus ont modifié pour s'adapter un petit peu au meilleur fonctionnement des associations. Autres dépenses de fonctionnement, chapitre 11, ensemble des achats de fonctionnement, petits matériels, prestations fluides. Certaines dépenses prévues depuis la préparation budgétaire ont impacté lourdement le chapitre 11, qui évolue de plus de 15% pour plus de 7,6% dans les autres communes, données de septembre 2023. Compte tenu de l'évolution de la courbe de recettes et celle des dépenses de personnel, la bonne santé financière de la collectivité ne pourra maintenir que si une action durable est engagée pour modérer la croissance des dépenses courantes. En 2024, la commune devra ajouter 50 000 € de dépenses par an pour l'installation d'un médecin. En 2025 ou 2026, pourrait s'ajouter la compensation de loyers pour l'eau Covid, notamment les premières années, dans la future maison médicale, si bien sûr la CI n'arrivait pas à remplir l'ensemble des locaux. Section d'investissement. La commune avait souscrit en 2021 un emprunt de 800 000 €. Depuis, la commune se désendette tout en finançant les nouveaux investissements. A noter en 2023 la fin des remboursements de l'emprunt de 4 millions de francs en euros, 609 000 et quelques, souscrits pour la construction du restaurant scolaire en 1999. Et en 2024, la fin des remboursements de l'emprunt de 4 millions de francs souscrits pour financer les emprunts de 1998, dont voirie. Le capital restant dû est donc de 3 562 752 au 31 décembre. Le taux moyen s'élève à 2,03. La durée de vie résiduelle correspond à la moyenne de la durée de chaque emprunt pondéré par le capital restant dû, et de 15 ans et 6 mois. Il y a 6 emprunts en cours. Recettes d'investissement. Vous avez le FCTVA qui nous rembourse la TVA, donc des travaux faits précédemment. Donc c'est quelque chose qu'on connaît à peu près, mais assez précisément. Donc pour 2024, il serait de 175 000. Et 2025, 190 000, parce qu'on aura les cours de tennis, c'est ça? Voilà. Taxes d'aménagement. Le reversement par Limoges Métropole en 2 ou 3 fois sur des périodes ne correspondent pas au cycle budgétaire. Cela rend le suivi complexe. Pour 2023, la recette sera approximativement de 300 000 €, variation due à un rattrapage du retard du versement de la communauté urbaine, les implantations récentes des nouvelles surfaces dont Lidl et Kiloutou, l'augmentation des taux au 1er janvier 2023. Taux qui avait été donné par Limoges Métropole. Voilà, mais qui nous reverse. Donc nous, on était restés assez bénéficiaires par rapport aux autres communes dans ce cadre-là, je crois, puisqu'on était déjà... Subventions reçues pour l'exercice 2023, la commune a perçu les soldes de subventions pour la maison de l'enfance, de la part du département et de la préfecture, et a commencé à percevoir la DETR pour les cours de tennis, l'avance. Pour 2024, des dossiers de demande de subvention ont été déposés pour les panneaux photovoltaïques et la reconstruction du centre de loisirs. L'accompagnement du département a été sollicité pour le projet de reprise des concessions au cimetière. L'exercice 2024 sera la dernière année durant laquelle la communauté urbaine rembourse à la commune les emprunts liés à la voirie. Ça, c'était l'historique des transferts de compétences, puisqu'on a fini de payer l'emprunt, hein, c'est ça, mais on ne touche plus le remboursement, ça avait été calculé pour, évidemment, puisque dans le savant calcul qui permettait de transférer la compétence, on gardait nos prêts, mais on nous les remboursait, ce qui était... voilà. Programmation des investissements de la collectivité. Pour 2024, les cours couverts de tennis seront achevés dès le premier semestre. La commune pourra compter sur le solde des subventions sur 2024. Si le calendrier de la maison médicale est respecté, il faudra financer la voie d'accès à la hauteur de 120 000 €. La première pierre de la SH pourrait également être posée. Concernant les dépenses récurrentes, les dépenses envisageables pour 2024 sont celles concernant les extensions de réseau pour lesquelles la commune s'est engagée, mais pour lesquelles après on a un retour, hein, en taxes d'aménagement, en taxes foncières, le photovoltaïque de la mairie, le cimetière, et la toiture du restaurant scolaire s'il y a besoin. Donc, voilà un petit peu les investissements annuels que l'on propose pour 2024, 2025, 2026. Hein, permet d'avoir
un projet pluriannuel, on dit, d'investissement, PPI, PAI, PPI. Donc, sur lesquels vous avez les études de la LSH, du tennis, maître d'œuvre, les réseaux qu'on a parlé tout à l'heure, les bâtiments municipaux, mobilier, etc. L'extension du tennis, donc 480 000. La LSH, on pourrait l'évaluer à 500 000 s'il commence. Et la maison médicale à 120 000 euros, puisque ce n'est pas la maison médicale, mais c'est l'accès qu'on a gardé pour nous. Voilà un petit peu, vous voyez que c'est des budgets d'investissement réduits relativement par rapport à certaines époques, mais qui nous permettent de nous adapter et de ne pas trop nous endetter. Perspective financière, donc, tableau important, comme on l'a vu tout à l'heure pour 2022, sur notre fonds de roulement. Vous voyez qu'on a une épargne pour les... Alors, c'est des prévisions, hein, c'est des simulations. Pour 2024, on les affinera pour le budget. Pour 2025, bien sûr, on verra où on en sera. Mais en tout cas, à peu près avec ce que l'on peut connaître, vous voyez que l'épargne disponible diminue, hein, avec des rentrées et des éléments financiers qui évoluent, on l'a vu pour le personnel. Un emprunt d'1 million d'euros qui serait fait en 2025 pour la LSH, et le fonds de roulement qui resterait la variation, fonds de roulement qui serait de 1 402 000 en 2025. Voilà un peu les objectifs que l'on se fixe pour garder une trésorerie saine, ainsi que des provisions que l'on fait également chaque année. Est-ce qu'il y a des questions ? Conclusion, donc, et puis je passerai aux questions après, parce qu'après vous avez des annexes sur des tableaux dont on a déjà parlé, on pourra y répondre s'il y a des questions en détail. Les différents, en tout cas, merci à Karine et à Muriel pour ce rapport qui est très précis, qui nous donne une bonne image, en tout cas une image sincère de l'état de notre collectivité, et une bonne image, entre guillemets, par la même occasion s'il y en a besoin. Les différentes analyses montrent que notre collectivité reste en bonne santé financière, mais dans un contexte marqué par des incertitudes fortes pour l'avenir. La fiscalité reste une des moins élevées de la communauté urbaine. L'augmentation des dépenses de personnel est due aux décisions de l'État qui vote de nouvelles dépenses obligatoires sans les compenser financièrement. Les nouvelles charges liées à la santé sont encore une fois un abandon par l'État de ses prérogatives, laissant les maires à leur triste sort pour trouver des solutions pour soigner leurs concitoyens. Le blocage actuel de l'immobilier dans notre pays aura également des incidences sur nos finances. Pour permettre à la commune de réaliser ses projets et maintenir sa bonne situation, il faudra savoir contenir les dépenses de fonctionnement dans des proportions aussi raisonnables que possible. Voilà. Donc, ce débat d'orientation budgétaire, j'ai fini d'exposer, donc je passe la parole à ceux qui ont envie de la prendre pour poser des questions ou d'apporter des informations supplémentaires. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des questions. Merci, monsieur le maire. Donc je voulais, comme je vous l'ai dit, en comparatif du DOP 2023 par rapport au 2024, on voulait revenir sur quelques éléments précis pour donner un peu un éclairage. Oui. Mon premier point, c'est dans la page 9 sur l'épargne de gestion. On a un solde de produits et charges exceptionnelles de 13 008 € cette année, qui est le plus bas depuis 2019. On voulait avoir juste des précisions sur à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on peut mettre derrière et comment on peut l'expliquer, sachant que les dernières années, c'était plus aux alentours des 100 000. C'est suivant les années, si on a des opérations exceptionnelles ou pas. Et visiblement, en 2023, je ne sais pas. Je vais répondre, c'est la vente des terrains. Donc, l'année dernière, on avait vendu le terrain du Bafort. S'il y a une vente de terrain, c'est le foncier, là, vraiment. Les grosses masses, c'est le foncier. Donc, à chaque fois qu'on a vendu un terrain, il y a un solde très positif. Effectivement, cette année, il y a très peu de ventes. Alors, il y a des petites ventes, mais effectivement, ça correspond à un résultat. Il y a les camions, là. On a vendu 2 camions, donc ça fait une somme plus basse que quand on vend un terrain de quelques hectares. On n'a pas eu d'opération exceptionnelle qui... voilà. Okay. Après, ça reste de l'exception, donc c'est pas... Voilà. C'est normal que chaque année, ça varie, quoi. Puisque si on fait... Okay. Voilà...
Ok, merci. J'aime pas les choses exceptionnelles parce que c'est toujours. Donc là, on a un équilibre sur ce plan-là, quoi. Voilà. Ensuite, non, il y avait une autre question. Ah, pardon. Oui, j'avais une question. Alors déjà, je voulais une fois de plus remercier les services pour la qualité du document produit et sa clarté et sa lisibilité. Simplement, je voulais aussi, toujours sur ce tableau, en ce qui concerne l'épargne disponible, l'épargne nette, qui est en quelque sorte la capacité d'autofinancement et Oui. qui est un indicateur extrêmement intéressant sur notre capacité à investir. Donc on voit qu'il est arrivé à un taux relativement faible, quasiment le plus faible depuis 2016. Alors je crois qu'il y a un graphique qui le montre, Oui. qui le montre bien. Alors j'ai cru comprendre que l'ambition, mais là vous me direz si je me trompe ou pas, l'ambition était de rester aux alentours des 500 000 euros. Oui, c'est ce que je m'étais fixé, Voilà, ouais. c'est l'ambition. On le voit d'ailleurs sur la programmation pluriannuelle, et là aussi j'en profite pour dire que c'est une très bonne chose d'avoir au moins sur 3 ans une visibilité. C'est quand même, même si cette visibilité elle est conditionnée à des produits exceptionnels, on vient d'en parler, sur cet objectif à atteindre, quels seront les leviers qui permettront d'augmenter cette épargne nette disponible? Il y a des choix, j'imagine, qui seront à faire. On a vu, il y aura, on voit clairement le nombre de dépenses qui peuvent augmenter. On les a citées. Après, les recettes, on voit un petit peu moins bien. On a moins de visibilité. Donc voilà, la question elle est simple. Comment quels leviers seront activés pour augmenter cette épargne nette et tendre vers les 500 000 euros? Pour augmenter l'épargne nette, les leviers on les connaît. C'est déjà d'essayer de limiter l'augmentation des dépenses. Donc c'est pour ça que sur le budget 2024, on sera très vigilant là-dessus. Et ensuite, soit on augmente les prix des services, parce qu'effectivement, notamment je pense aux restaurants scolaires, etc., qu'on n'a pas augmenté depuis 50 ans. Soit vous avez la fiscalité, soit vous avez l'État qui peut dire, je vous l'ai dit, ce que va coûter, après ce que propose l'État sur les 2 années suivantes entre la prévoyance et la santé, ça va coûter 200 000 euros par an. Donc soit l'État finance, ça peut être une possibilité aussi en disant, s'adapte. Voilà, c'est encore une fois, je ne suis pas magicien. Là, on a des décisions qui ne viennent pas de nous, qui nous sont imposées par l'État. Si demain l'État nous dit j'augmente vos charges de 500 000 euros, voilà, c'est ce qu'on le dit depuis un moment, mais à un moment, ça s'arrêtera. Tant que celui qui décide ne paie pas, on le voit bien actuellement, l'État fait une très grosse erreur en supprimant la taxe d'habitation. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, je ne sais plus où ça a été dedans, c'est 47% des foyers payent l'impôt. 53% des foyers de la commune ne paient aucun impôt. Ces 53%, c'est ceux qui utilisent le plus ces services. Donc à partir de là, voilà, moi je suis pour un impôt pour tout le monde, de façon, là en réduisant tous ces leviers fiscaux, l'État est en train d'étrangler les communes, et on voit bien qu'on baisse nos investissements, et que ça inquiète beaucoup de gens. Mais c'était écrit, voilà. Après, on va attendre le budget maintenant, voir comment ça se présente, voir si l'État prévoit d'autres choses, que j'ai pas trop l'impression pour l'instant, mais voilà. Nous, on n'embauche pas de gens en plus. Alors, c'est 200 000 euros chaque année qui augmente par le glissement d'ancienneté, le remplacement des gens malades, et puis ce qui va nous arriver pour la prévoyance d'abord. Pour la prévoyance en 2025. Après, tant mieux pour les agents. Tout le monde est content. Après, on demande qui paye. Voilà. Mais on n'est pas dans les mêmes effectivement, données qu'il y avait il y a 10 ans ou 20 ans. On savait où on allait dessus. Donc, voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui. J'espère que l'État va prendre conscience à un moment qu'il faudrait qu'il compense. Et je le redirai encore, on récupère rien sur la DGF parce qu'on nous trouve trop riches. Voilà. Donc tout cela fait à participer aussi à la baisse de l'épargne nette très sensiblement pour notre commune, très sensiblement. Voilà.
qu'on essaie de compenser par une bonne gestion de la zone économique quand même, parce que dans des recettes, on a ça aussi, où on a des recettes qui augmentent sur le plan économique. On a travaillé, quand on parle de Kiloutou par exemple, ou des choses comme ça, c'est des rentrées financières importantes. Il n'y a pas que les recettes fiscales, il y a les recettes liées physiquement à la construction de l'habitat. Mais l'habitat, il est au point mort en ce moment, c'est catastrophique là aussi. 0 permis de construire en ce moment, alors qu'on a 5 ou 6 permis d'aménager en cours. Donc voilà, il y a d'autres leviers aussi qui avançaient normalement avant, mais le pays est bloqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce DOB? Oui, par rapport au taux communal, Oui. donc sur la page 11, Oui. l'année dernière, sur le DOB 2023, on avait un tableau récapitulatif d'une projection des futures augmentations de notre taux communal, 0, 1, 2, 3%. Ce tableau ne figure pas cette année, donc on a l'augmentation des bases qui figure avec 3,9%, avec un montant estimé de 55 000 euros de gains pour la commune par ce biais-là. Oui. On voulait juste savoir, est-ce que ça sous-entend qu'il n'y a pas d'augmentation du taux communal, ou est-ce que c'est un oubli du tableau dans le DOB 2024? Non, c'est pas un oubli, sauf qu'on va travailler là-dessus maintenant dans le budget 2024. Et là, c'est trop tôt pour, vu tout ce qui nous... voilà. Le DOB ne peut pas présager des augmentations puisqu'elles sont liées à l'équilibre du budget. Si je me permettais de poser la question, c'est qu'il figurait dans le 2023, donc c'est pour ça. Oui. Non, mais des fois on le met, là on le met pas parce que je n'ai pas la vision du budget 2024. Voilà, on n'augmente pas pour le plaisir d'augmenter, on augmente pour équilibrer le budget, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je peux répondre sur ce thème. D'autres remarques? Oui, juste une question. Page 13 sur les dotations de subventions. Alors là aussi en 2023, il avait été évoqué différentes dotations de subventions, notamment le FPIC et la dotation de solidarité communautaire qui s'élevait à de 36 000 euros en 2023. Bon, on l'a vu, chaque rentrée d'argent est précieuse. On n'a pas d'éléments là sur le DOB 2024. Non, parce que sur le FPIC, là, plus personne n'en parle. Enfin, Le FPIC est stable pour 2023, oui. mais on n'a pas de vision sur 2024. Et puis le FPIC, s'il s'arrête, il ne s'arrêtera pas d'un seul coup. Vous savez, c'est pour l'instant, il y avait une inquiétude à un moment c'est surtout au niveau de la communauté urbaine, en fait, c'est pas nous. Et on n'a pas évoqué pour la DSC, pardon. On n'a pas évoqué pour la DSC parce qu'en fait, c'est Limoges Métropole qui pilote en fonction de ces données. Et on a appris en novembre une baisse de celle de 2023. Donc c'est difficile de se projeter quand on apprend juste au dernier moment pour l'année passée. Donc je préférais pas être évoqué sur les budgets à venir parce qu'il n'y a pas de visibilité. On ne maîtrise rien là. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour 2024, on comptera sur le FPIC, qui lui quand même... parce qu'il semblerait peut-être que la communauté urbaine, vous savez, il y a, à partir d'un certain équilibre, soit on est contributeur, soit on est récepteur voilà, on est toujours sur cet équilibre. Alors, il y a peut-être des lois qui ont favorisé le fait qu'on continue à être récepteur plutôt contributeur. Bon, un jour, voilà, c'est quand même des rentrées d'argent hypothétiques. Pas pour l'année suivante, mais pour les années, voilà. Enfin, si je pose la question, parce que, on voit toutes les discussions qu'on a, en fait, elles sont compliquées parce que on voit bien tout ce qu'on va devoir payer, mais on voit pas ce qu'on va avoir comme rentrée d'argent. Donc c'est quand même difficile d'avoir un débat d'orientation budgétaire quand on sait que d'ores et déjà il y a une part majeure qui sera pour le fonctionnement. Et malheureusement, ce qui restera, ce sera pour l'investissement. Et on a du mal à discuter de l'investissement et de la projection. C'est tout à fait dans la lignée de ce qu'avait annoncé... Mais on est d'accord sur ce point-là. C'est tout à fait dans la lignée de ce qu'avait annoncé le président de la République. Il trouvait que les communes dépensaient trop. C'est très clair. Il faut réduire les dépenses des communes. On les réduit, qu'est-ce que vous voulez, à un moment. Voilà. On les étale dans le temps. Et après, voilà. Moi, je ne fais que... Voilà. D'autres remarques,
Précision? Non? Ah. D'autres gens ont le droit de parler. Hein, Mais avec plaisir, vas-y. Ah non, non, mais vas-y, oh là. Je voudrais aborder les autres dépenses de fonctionnement hein, sur la page 15, où sur le chapitre 11, on parle que ça évolue de 15% pour 7,6% pour les autres communes. L'année dernière, dans le 2023, on avait le chiffre qui figurait sur ces autres dépenses de fonctionnement. Là, cette année, on ne l'a pas. Est-ce qu'on peut avoir une notion de ce chiffre? Alors, c'est déjà une prévision 2023, puisque contrairement à l'année dernière, j'ai eu des chiffres moins précis. Le trésor public est un petit peu en retard. Donc, comme je n'aime pas donner des chiffres aléatoires, vous avez effectivement un petit peu moins de chiffres, parce qu'on va attendre un petit peu le résultat. On les a dans ces tableaux, là? Oui, oui, oui. Dans le Après, tableau, là, sur le chapitre 11, le plus 15%, vous pouvez le retrouver sur le prévisionnel de 2023. Quand on a voté ce budget-là, on avait annoncé des grosses masses, comme la destruction d'une maison qui coûtait 70 000 euros, qui pesait énormément sur ce chapitre-là. Donc c'est les dépenses qui étaient annoncées et qui ont effectivement coûté. Après, il y a l'inflation comme tout le monde, mais si on enlève ces dépenses, je pourrais vous le préparer si vous le souhaitez pour la préparation du budget. On est à peu près plutôt vers 10%, si on enlève les quelques dépenses exceptionnelles qui étaient liées à l'année 2023. Voilà. Mais je vous le repréparerai pour la commission et pour le vote du budget. Voilà, là on est plutôt dans le général. Mais de toute façon, vous avez les tableaux avec les dépenses, là. Hein? Oui, non, mais là, pour les dépenses de fonctionnement, on a bien les... Vous avez les charges à caractère général, dont énergie. Vous voyez, on est passé de 2 124 000 à 2 448 000 à la page 9. Voilà. Alors c'est inclus là-dedans, il n'y a pas le détail, mais voilà. C'est pour ça qu'on a mis dont énergie. Hein, voilà. Énergie qui reste stable grâce au travail de tout le monde, hein, des élus et des agents, et pour le relamping, voilà. On a travaillé sur l'isolation, sur la baisse de contrôle de la température, gestion des salles, etc. Donc il est bien clair que ce travail n'aurait pas été fait. Ça serait pire, n'est-ce pas, monsieur? Enfin, tout le monde. Mais voilà. Donc, tout le monde ne vient pas encore avec le manteau à la mairie, mais des fois, il y a certains bureaux où il fait plus froid que d'autres, je ne sais pas pourquoi. Ou si c'est les gens qui sont plus frileux ou frileuses. Il faut tenir compte de tout ça aussi. Hein. La régulation thermique, c'est important. Donc, voilà. Ah, ben alors... oui, puis... Oui, donc on nous annonce une hausse. Chut. Oui. Oui, effectivement. Notre fournisseur, on a acheté le gaz pour 3 ans à prix fixe, mais il y a quand même la part dedans de taxes qui, elle, varie, et on nous annonce une hausse de 15%. Voilà. Donc, voilà, le problème, c'est que l'État prend des taxes à un moment. En fait, il compense ce qu'il a perdu en taxes d'habitation, il le met sur des taxes. C'est pour ça que les agriculteurs, ils payent plein pot leur gasoil et qu'ils ne peuvent plus le baisser. Donc, à un moment, voilà, c'est... Hein? Oui, alors là, mais compétences techniques, on peut ce cas-là. Voilà. Oui, oui, voilà. Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je me disais bien, une petite dernière pour... Alors, j'ai peur que ce soit pas la dernière, mais la dernière. non. Mais vous avez vu, on essaie de se relayer pour pas monopoliser la parole. Oui. Hein, non, simplement, il y a sur la partie section d'investissement. Alors, ça doit être page 16. Oui, page 16. Les années précédentes, on avait un indicateur qui était plutôt intéressant, qui était la capacité de désendettement, c'est-à-dire le nombre d'années pour que la commune se désendette. Ouais. C'était dans le DOP 2023. Là, je vois qu'il a disparu. Non. On le remettra au budget. Hein, Ouais. oui. Alors, il est de Je combien? ne sais pas si Karine, là, ou... Je ne l'ai pas en tête après, c'est l'équivalent de la donnée individuelle. Oui. Vous avez quand même en annexe
mais il voulait le temps de désendettement. C'est le... Ouais, parce qu'il est passé, en fait, il est de 5, quelque chose, 5 années. L'année dernière, il était de 1,6 années. Ouais. Cette année, Mais- il a quand même, voilà, on est revenu à un taux très. Non, mais il veut rien dire, ce Oh, ratio, c'est un parce indicateur. qu'il dépend de charges exceptionnelles, de recettes exceptionnelles. Ah, Il oui. peut doubler en année d'une année à l'autre. Donc, moi, je reste très prudent par rapport à ce ratio. Hein. Voilà. Sur plusieurs années, je suis d'accord. Oui. Il faut que. Mais il change Il faut, chaque que la année suivant séquence, la... il faut que la séquence soit assez relativement importante, mais Oui. c'est quand même toujours des indicateurs qui sont relativement Oui. intéressants et on voit voilà, qu'il a largement augmenté cet indicateur et ça veut dire qu'il faut qu'on soit prudent Oui, non, mais par rapport à ça. il reste dans les... Là où il n'était pas normal, c'était l'année dernière. Ça Oui, n'existe il pas. était très bas. Il était Ça très n'existe bas. pas, Ouais, un ouais, taux ouais. comme ça. Il est totalement anormal, c'est ce que je veux vous dire. Donc après, il ne faut pas dépasser combien 8, voilà, c'est ce. Après, entre 8, ça dépend du taux d'investissement. Mais bien sûr, la dette, c'est comme le personnel, hein, ça reste un élément, même si la dette, on la gère mieux parce qu'on sait, elle ne bouge pas. Notamment, elle, normalement, ce qui est écrit est écrit, voilà. Bien. Allez. Pour aller sur les investissements, et c'est vrai qu'on a un tableau, là 2024, 2025, 2026, qui est assez clair sur les investissements. On a aussi un tableau détaillé dans les annexes, et ça c'est très intéressant parce que au moins on voit ce qui a été prévu au budget, ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé, ce qui a été décalé, etc. Moi j'ai juste une première question là-dessus, je pense que Julien en posera d'autres après, mais la première c'est... dans ce tableau d'annexe figurent des points d'interrogation sur certains investissements d'un montant de 33 800 euros. C'est lié à quoi ces points d'interrogation? Parce que c'est pas annulé, c'est pas reporté, et donc on s'interrogeait sur ces poinns d'interrogation. Oui, si vous pouviez me dire la page. Alors, je vais vous dire. Ça concerne alors les poteaux de foot, les panneaux du Moulin de la Verne, travaux et nefs, ceriseries. Voilà. Là, il y a des points d'interrogation. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les éléments ou... 27. Oui, vas-y. Et je n'ai pas encore interrogé les services, on n'a pas fait de travail budgétaire pour savoir si ce sera à nouveau redéposé, si ça s'est passé, si ça ne se réalisera pas, si on a abandonné l'idée. Par exemple, il y a les travaux ONF qui sont dans ce cadre-là. Honnêtement, je ne sais pas où on en est. Donc, voilà. Après, c'est les services techniques pour certains dossiers, d'autres services pour d'autres. Voilà. Donc c'est plus... parce que là où on en est de l'organisation budgétaire, on n'a pas forcément fait l'étape suivante qui viendra alors bientôt, dans les 2 mois qui viennent. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a toujours les sujets d'investissement ne manquent pas. On prévoit, on essaie d'identifier tous les sujets et après on fait en fonction des... si un investissement a coûté plus, il y a d'autres qui ne seront pas faits. Hein. Voilà, c'est tout ce jeu-là des choses qu'on abandonne, qu'on peut repousser à plus tard. Enfin, il y a plein de raisons, quoi. Voilà. Juste dans ce tableau, d'ailleurs, tiens, je vais poser une question. Pourquoi il y a écrit liquide? Est-ce que ça m'inquiète? Liquidé. Ah, liquidé. Ah bon, pardon. Je préfère. Liquidé. Ok. Je sais pas. Oui, je peux. Oui. Oui, je peux, oui. Non, oui, je voulais juste faire un petit focus sur au niveau de l'école. Il était prévu en 2023 un investissement de 20 000 euros pour faire une étude au niveau de l'école. Donc c'est reporté, enfin c'est marqué reporté. Donc c'est reporté. Alors c'est passé de 20 000 à 30 000 en 2025. Donc je voulais voir pourquoi cette augmentation et aussi pourquoi on ne voit pas dans la section investissement, on ne voit aucun investissement programmé. Est-ce à dire que les investissements interviendront pas avant 2027 à l'issue de cette étude au niveau de l'école ou est-ce qu'il y aura des évolutions d'ici 2026? On va faire l'étude, voilà. On a programmé l'étude, on a peu le temps de la commencer cette année et puis on va commencer à demander des subventions. Comment on fait? Alors vous dire si ce sera fait en 2025, 2026, je ne sais pas encore. Ça va voir les aides que l'on a. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est... si ça a été reporté, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, ni moi. Hein? Oui, sur les études, c'est suivant le budget. Là,
on l'a reporté, je vous l'ai dit, on attend le budget 2024 pour voir ce qu'on peut garder en 2024 ou en début 2025. Mais ça sera reporté soit on pourra l'intégrer en 2024, ça c'est pas du tout sûr, sinon on le fera début 2025, voilà, puisque c'est quand même quelque chose d'important qu'on avait envisagé. Simplement, il y a eu des choses avec le Covid et tout qui font que voilà, on va doucement, et les augmentations, comme on disait tout à l'heure, hein, il faut. Mais c'est quelque chose qu'on suit particulièrement. Laurent, tu voulais ajouter quelque chose? Juste pour compléter, puisqu'il s'agit en fait donc de la dernière partie de l'école, qui n'est pas très importante, mais qui est quand même là. Donc sur la question notamment de l'isolation, alors sachant qu'on n'a quand même pas perdu notre temps, puisque avec les services techniques, il y a déjà la TEC qui avait été mandatée pour élaborer effectivement donc une réflexion, et ce qui nous a permis d'ailleurs de déposer un dossier, comme l'a dit le maire. On est aussi en attente de financement, hein. On voit que les choses, on peut les prévoir, et puis il y a tout un tas d'aléas qui surviennent, et notamment par rapport aux annonces du président de la République, hein, sur l'isolation effectivement l'isolation des groupes scolaires. Donc le dossier a bien été déposé en préfecture. Nous n'avons, et ça commence à faire un petit moment que c'est déposé, absolument aucune nouvelle. Mais nous ne désespérons pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des opportunités de financement parce qu'il y a des annonces qui sont faites, des choses qui peuvent passer plus tôt si on nous dit, bah, tiens, on subventionne à 90%. Pensez bien qu'on va, voilà. Donc c'est un petit peu cette attente par rapport à ce qui a été déposé, là. Voilà. C'est pas gravé dans le marbre. Alors après, comme l'a dit Laurent, il y a des financements prévus, un peu ad hoc, spécifiques, mais il y a aussi le fonds vert. Et je trouve voilà, ça serait dommage de passer à côté de ces financements potentiels, même si c'est très complexe. C'est facile à dire, mais voilà, il faut toujours essayer, hein, de capter ces financements-là. Et c'est pour ça que je m'inquiétais un peu que ce soit programmé qu'en 2025 et pas en 2024, et qu'on laisse passer le train, et que malheureusement... mais rien n'est gravé. Après, pour l'instant, on attend surtout les programmes qui peuvent nous permettre de financer cela, quoi. Voilà. Puis, ça a été déposé. Puisqu'on parle de train, c'est un sujet qui est à la mode, mais dans un autre domaine. C'est vrai qu'il ne faut pas retourner les choses. Enfin, on s'est bien positionné pour les avoir, les financements. Mais on n'a pas de nouvelles. Et j'avoue que c'est un petit peu frustrant, parce que nos concitoyens, ils font comme nous, hein, ils entendent des informations, des grandes annonces sur le fait qu'il y a tel et tel dispositif, et tu l'as souligné toi-même. On ne peut pas dire qu'il soit d'une simplicité biblique, hein, si j'osais dire, en ces lieux où on est tous attachés à la laïcité. Voilà. Donc voilà, c'est un peu dommage, en tous les cas, enfin j'insiste, hein, on a essayé avec les services techniques de faire le nécessaire pour que, dès effectivement qu'il y avait des propositions de dispositifs, de toute façon, il faut toujours avoir des projets comme ça qui sont prêts, parce qu'il peut y avoir des opportunités qui arrivent, et il faut qu'on puisse les saisir rapidement. Donc là encore, hein, je rappelle, c'est un débat d'orientation budgétaire. Un budget, c'est aussi quelque chose qui peut être évolutif et qui bouge dans un sens comme dans l'autre, hein, et on l'a vu. Hein, voilà. Bien. Oui. Toujours dans ce tableau d'investissement, pardon. Je reviens sur... tout à l'heure, je parlais des points d'interrogation. Là, il y a une ligne qui a été annulée, c'est les panneaux photovoltaïques de Chazalon. Oui. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était. Donc, ça, c'est pas reporté, c'est annulé. C'est pas sur... Oui, puisque là, c'est un problème technique. Et on va les faire ailleurs. Là, voilà. C'est reporté sur notre projet, quoi. Voilà. Oui. Donc on a fait un diag technique. Alors la charpente peut supporter les panneaux photovoltaïques, sauf que c'est plutôt l'étanchéité du bâtiment qui serait remis en cause. Donc ça veut dire qu'on passe globalement d'un projet à 80-100 000 euros à 250 voire 300 000 euros pour refaire la totalité de la toiture avant de poser photovoltaïque dessus. Voilà. Bien. Est-ce que vous avez toutes les réponses à vos questions? On continue? Non, juste alors peut-être une dernière, je sais pas. Enfin, une dernière sur juste encore sur ce tableau. J'avoue que j'ai un peu de mal à me repérer, notamment où sont marqués. Alors le photovoltaïque de la mairie. Alors, je sais pas si on peut afficher le tableau, mais c'est page 19. Mais je retrouve pas exactement là dans la section, enfin les sections études, investissement, où est-ce que c'est
inscrit. La toiture du restaurant scolaire, je ne vois pas non plus où est-ce que c'est. Je crois que c'est 120 000 euros. Je ne vois pas bien à quoi ça correspond. La voirie de la maison médicale, l'année dernière, c'était 70 000 euros qui étaient prévus et ça passerait à 120 000 euros. Enfin, j'avoue que j'ai un peu de mal à me repérer dans ce tableau, alors qui est simplifié, hein, j'ai bien compris, mais je ne vois pas où on met les prévisions, parce qu'on est dans un débat d'orientation et donc il y a des prévisions d'investissement. Et plus haut, non, plus haut, page 19, je ne sais pas si tu... Page 19, dans le global, sur les perspectives 2024, 25, 26. Ah oui, d'accord. Dites-moi la page, parce que là, sinon... Oui, pardon, ouais. 19, voilà. Ouais, 19, voilà, c'est ça. Ce tableau, donc, Oui, là, on ne détaille pas, on n'est pas Ouais. au budget, là, on est... voilà. Vous faites bien de poser la question, mais ouais. voilà, vous les voyez, là... Eh ben, mais alors, photovoltaïque et toiture du restaurant scolaire, c'est où? Parce que 200 000 euros, ça va faire juste pour faire tout ça. Oui. Oui, non, mais... Alors, sachant que la toiture du restaurant scolaire, on verra si elle ne fuit pas, enfin voilà, en tout cas, on prévoit pour la faire rapidement. Peut-être qu'on ne les dépensera pas, hein, voilà. Mais je la marque parce que c'est quelque chose de trop important, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas le faire s'il y a besoin, quoi. Pour moi, c'est une dépense obligatoire qu'on a, alors qui va nous tomber, ça peut être dans 1 an, dans 6 mois ou dans 4 ans. Voilà, mais bon, là, on ne maîtrise pas, quoi. Voilà. Bien. D'autres questions? Et juste peut-être une dernière question. Lorsqu'on était les vœux de la mairie de Feytiat il y a quelques jours, vous avez évoqué en investissement la possibilité de faire un stade synthétique pour le foot. Je voulais savoir où est-ce qu'il apparaissait, est-ce qu'on l'avait... Il n'apparaît pas, j'ai dit qu'on commençait l'étude et à travailler dessus parce que c'est très long. Et puis à rechercher. Donc pour l'instant, j'ai pas annoncé de date. J'ai dit qu'on. C'est dans ce sens-là qu'il fallait aller parce que voilà. Après, ça peut. J'ai pas du tout donné de date. Mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose à prévoir pour l'avenir. En tout cas, sur lequel voilà. Non, c'est comme on le voyait pas dans le budget. Voilà. Okay. Je sais pas si on essaiera sur 2024 de mettre une étude là-dessus, mais j'en suis pas certain. Voilà. Les idées ne manquent pas, hein, mais on fera pas tout en 2024. Bien, écoutez, voilà, merci pour ce débat, ces échanges. Donc, je mets au vote comme quoi l'échange a eu lieu, c'est ça? Donc, on prend acte que ce débat a eu lieu, hein, puisqu'il y a eu une présentation et des échanges là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'oppose? Qui s'abstient sur... la présence du débat. Voilà. Je vous remercie. Mais écoutez, je vous propose, en vous remerciant encore de votre attention, et on se reverra pour le budget, de lever la séance. Voilà, merci à toutes et à tous.